Bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui explore la parentalité du XXIe siècle sans filtre, avec humour, expertise et bon sens. Chaque lundi, on soulève une question d'actualité éducative. Chaque mercredi, on ouvre le débat avec un invité spécial et 2 de nos 9 experts permanents pour enrichir la réflexion. Et chaque vendredi, place à l'épisode complet avec en plus la question d'un parent et notre incontournable quiz parents-palargués. Une dose de réflexion, une pincée de fun et surtout beaucoup de bienveillance pour accompagner les parents dans leurs défis du quotidien. Génération Parents, c'est votre rendez-vous 3 fois par semaine pour coller à votre rythme et rester un parent connecté avec moi, Solène Beauquillon-Legazou, et toute une équipe de passionnés pour penser une parentalité éclairée, vivante et ancrée dans les défis du XXIe siècle. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial à quelques semaines de Noël, l'intelligence artificielle qui envahit l'univers de nos enfants. Entre les jouets connectés qui promettent d'être leurs meilleurs amis et les plateformes comme Roblox qui font la une pour des mauvaises raisons, il est temps de faire le point. Mais tout d'abord, je vais passer à la présentation des invités du jour. Alors, avec moi aujourd'hui en invité permanent, nous avons Pascal Van Horn, fondateur du média Histoire de Papa et expert en parentalité. Pascal, tu interviens régulièrement en entreprise sur la question de la parentalité. Tu es papa de 2 enfants, jumeaux. Bienvenue Pascal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Barbara Meyer, autrice du best-seller J'arrête d'être débordée et experte de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, maman de 3 filles avec option jumelle. Vous avez passé 10 ans dans la Silicon Valley et je suis sûre que tu as un regard particulier sur cette course aux cadeaux innovants. Ravie de t'avoir avec nous, Barbara. Salut tout le monde. Mais ravi aussi. Salut tout le monde. Et notre invitée spéciale du jour, Mathilde Sirioli, qui est déjà venue. Mathilde, tu es psychologue et neuroscientifique spécialisée sur l'enfance et cofondatrice d'Everyone.ai ou IA, je dis quoi AI Comme tu le sens. Une ONG qui explore l'intersection entre intelligence artificielle, développement d'enfants et accompagnement éducatif. Tu es aussi maman de 4 enfants. Donc ça rattrape vraiment le fait qu'on est 3 à avoir des jumeaux ici et que tu es la seule à pas avoir des jumeaux. Mais non, tu es maman de 4 enfants. Tu as la famille nombreuse plus. Tu as un parcours incroyable avec un doctorat en neurosciences cognitives de l'Université de Montréal et tu travailles depuis des années sur la façon dont les enfants apprennent et se développent. Aujourd'hui, tu es au cœur de cette révolution de l'IA appliquée à l'enfance et tu vas nous aider à comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces technologies. Bienvenue Mathilde. Merci de m'avoir. Bonjour tout le monde. Alors, au sommaire de cette semaine, on va commencer par l'actu de la semaine. J'avais envie de parler de Roblox qui est dans la tourmente. Il y a eu énormément d'articles qui sont sortis sur le sujet. Je suis sûre qu'il y a plein de parents qui ont leurs enfants qui jouent à Roblox, la plateforme préférée de nos enfants. Ensuite, on fera le débat de la semaine. Jouer connecté avec IA, faut-il les mettre sous le sapin, oui ou non? Mathilde est là pour nous aider et nous éclairer sur ce sujet. Et puis, nous aurons nos fameuses questions de parents la semaine et le quiz parents pas largué pour finir. Allez, on démarre avec l'actu de la semaine. Alors, comme je vous le disais, j'ai vu beaucoup d'articles passer sur Roblox ces dernières semaines. Et si vous avez des enfants entre 7 et 15 ans, vous connaissez forcément Roblox, cette plateforme de jeux en ligne qui rassemble plus de 80 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde. Roblox, c'est un peu le Minecraft nouvelle génération. Les enfants y créent leurs propres jeux, explorent des univers créés par d'autres et y passent parfois des heures et des heures. Mais voilà, ces dernières semaines, Roblox est au cœur d'une polémique majeure. Le CEO de Roblox, David Basowski, a donné une interview qui a déclenché beaucoup de commentaires. Des créateurs dénoncent ce qu'ils appellent une exploitation systématique des jeunes. Pourquoi ? Parce que le modèle de Roblox repose sur les Robux, une monnaie virtuelle. Les enfants peuvent en gagner en créant du contenu, mais la réalité est tout autre. Des ados passent des centaines d'heures à développer des jeux. Le taux de rémunération sont dérisoires, il est quasi impossible de retirer ses gains facilement. Le système encourage les enfants à dépenser l'argent de leurs parents.
Et ce n'est pas tout, il y a beaucoup d'autres problèmes qui ont émergé ces derniers mois, comme les contenus inappropriés accessibles aux jeunes enfants, des prédateurs sexuels qui utilisent le chat pour entrer en contact avec les mineurs, des temps d'écran excessifs avec une difficulté vraiment à décrocher, selon, beaucoup, de médecins, qui connaissent la dictologie et une pression sociale à dépenser l'argent. Bref, le Roblox, c'est devenu un peu le Far West numérique où nos enfants en passent des heures et on commence à réaliser qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Alors, je voulais démarrer avec Mathilde, toi qui étudies l'impact du numérique sur le développement des enfants. Qu'est-ce que ce modèle de Roblox t'évoque d'un point de vue neuroscientifique? Il y a beaucoup de choses du côté de Roblox. Il y a déjà, c'est un jeu, il y a des côtés qui peuvent être, plutôt positifs. Le problème, c'est que pour l'instant, la balance des bénéfices et de tous les risques qui viennent avec est pas toujours très bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, à ce moment-là, son cerveau, il est en cours de développement. Toute la partie qui gère justement le contrôle de manière générale, l'inhibition, la capacité à s'arrêter, se développe vraiment, de l début de l'adolescence, jusqu'à 25 ans. Donc, c'est une période qui se fait sur longtemps. Donc ça veut dire qu'ils ont pas déjà la capacité, à la base vraiment de s'arrêter et d'inhiber. Alors quand on voit nous, quand on est sur les réseaux sociaux, comme des fois on arrive pour 2 minutes et on reste, 25 minutes et qu'on est déjà pas bon, mais nous on a quand même le cerveau qui est capable de le faire à la base. Eux, ils ont Mmh. même pas encore cette boîte à outils qui est si performante. Donc c'est plus dur pour eux de s'arrêter. Et puis ce qu'on voit au niveau des dynamiques, il y a plusieurs choses qui jouent sur toute la partie circuit de la récompense, dopamine. Ouais. Donc c'est vraiment le fait qu'on a envie de faire quelque chose plus. C'est vraiment le but de la dopamine, c'est de nous motiver à reproduire quelque chose. Il y a plusieurs choses en fait qui font qu'un objet ou là, dans le cas de Roblox, un jeu est hyper gratifiant. C'est déjà, il y a peu de friction, il y a pas beaucoup d'efforts à fournir au début, avant d'avoir du fun. Donc ça, c'est plus facile que d'aller, courir 2 heures, par exemple. Tu auras de la dopamine si tu cours 2 heures, mais l'effort est un peu plus élevé. La deuxième chose, c'est qu'on a une récompense qu'on appelle à taux variable. Donc ça veut dire que quand te quand tu fais une action, si tu as toujours une récompense, c'est cool au début, mais tu te lasses assez vite. Par contre, si quand tu fais une action, tu as une récompense des fois et tu l'as pas d'autres fois, ça, c'est finalement ce qui est un peu le plus addictif. Donc ça, Roblox le fait très bien. Heu, il y a une autre dimension aussi qui est la dimension sociale, puisque c'est un jeu qui est connecté. Donc il y a vraiment un petit peu cette espèce de FOMO, cette peur, cette fear of missing out, cette peur de rater ce qui est en train de se passer, de pas être connecté quand les autres sont connectés, d'être mis de côté. Ça, c'est quelque chose qui est très développé, qui se développe particulièrement très fort entre 12 et 16 ans. Donc là, c'est un moment où en plus le cerveau du jeune a envie d'être avec les autres, va vraiment aller lire, va se comparer. Est-ce que j'ai autant que les autres? Est-ce que mon univers est aussi développé? Est-ce que j'ai autant d'objets? Donc ça, c'est quelque chose qui est très vulnérable chez eux, qui est très sensible. Donc ça, Roblox, justement, avec, toutes ces choses qu'on peut acheter pour aller, améliorer son univers et avoir l'air, plus fort que les autres, joue. Et puis la dernière chose, c'est justement ce côté de promettre à l'enfant qu'il va pouvoir monétiser, ce qu'il crée, les jeux qu'il développe. Hem Et ça, c'est une récompense encore supérieure, mais ce qu'on voit, c'est que les enfants, ils ont pas encore une bonne vraiment compréhension de l'argent, de la valeur du travail. D'ailleurs, on l'exploite tous en tant que parents quand on leur dit, «Si tu laves ma voiture pour 5 € alors que ça nous coûterait 40 € d'aller faire ailleurs ou 50 €», on l'utilise un peu ce côté-là. Sauf que là, en fait, il y a vraiment ce côté-là, mais beaucoup plus fort. On leur promet de l'argent qui finalement, ils vont jamais vraiment aller toucher, à un âge où ils le comprennent pas tant que ça. Donc tous ces côtés-là, en fait, ça va vraiment aller taper dans les vulnérabilités des jeunes et on pourrait avoir, des plateformes qui seraient intéressantes, qui utiliseraient, des stratégies d'arrêt beaucoup plus faciles, qui encourageraient, d'autres choses, mais c'est pas ce que fait Roblox puisque d'un point de vue monétaire, heu, décourager l'engagement, c'est pas une bonne chose pour une plateforme. C'est en fait, c'est vrai que moi j'ai vu plusieurs reportages, sur le sujet, et notamment de médecins qui le classent, mais vraiment dans le pire des jeux vidéo au niveau de l'addictologie, Ouais. que ça procure. Et puis c'est vrai que ça fait dépenser, énormément d'argent et que de plus en plus, bah, là c'est Noël, il y a énormément d'enfants maintenant qui demandent des cartes Roblox pour Noël. Pour leur anniversaire et cetera, et donc on est tout le temps dans le plus et à jamais s'arrêter. Barbara, Pascal, vous connaissez ce jeu, vous?
Moi, les filles, elles jouaient, donc moi, je suis pas triste parce que je trouvais que Roblox, sur le marché du jeu, c'était un des premiers jeux qui était un peu plus inclusif, ouvert aux filles, qui était moins dans la violence, dans l'univers de la guerre, des soldats, et cetera, donc qui Mmh. était moins genré et et qui offrait, pédagogiquement, des blocs de construction, pédagogique et de compréhension du monde assez intéressantes. Évidemment, donc évidemment, je suis, déçue mais à moitié déçue. La dictologie, évidemment, c'est un des moyens, financiers de toute la planète digitale. Pourquoi Roblox aurait été épargné ou, aurait construit son modèle économique autrement que par l'addiction et comment ils auraient pu faire, autrement, hein, d'un point de vue business même, je demande. Donc voilà, moi je suis triste, en tant que maman de fille, et en même temps, pas surprise parce qu'il y a des dérives dans tous les jeux vidéo. Moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, grâce à, l'intelligence artificielle dont on va parler, on va pouvoir créer des jeux tout seul et je me dis que finalement, allez, avec les Gemini et tout ça, si on est un peu malin, on sait même pas coder, mais on a envie de faire son propre jeu vidéo. Ce qu'on fait à l'intérieur de Roblox, on va être capable de le faire avec Gemini. Donc je me dis que peut-être, finalement, dans pas longtemps, Roblox va mourir par lui-même et ça sera tant pis pour eux. Avec moins d'addictologie et puis moins aussi bah, de problèmes, par rapport parce qu'il y a ça et puis il y a aussi le problème, des prédateurs, enfin, moi j'ai vu une vidéo d'une maman d'un monsieur qui a débarqué chez elle et cetera, parce qu'en fait, il avait échangé des messages avec sa fille, qui avait 12 ans et en fait, tu te dis: «Mais c'est absolument pas sécurisé, quoi». Le grooming sur, Roblox, je sais plus, il y avait un chiffre, c'est 14 millions de tentatives de mise en relation d'un adulte avec un enfant sur Roblox cette année en France. Je veux dire, En Ouais. même temps, 1,6 d'un 000 point de c'est ça, pardon, 1,6 million. 14, ça me Il semble y a une C'est énorme. déjà virgule, trop. ouais, ouais. mais c'est Ouais, déjà trop, évidemment. mais d'un point de vue grooming, ça fait du sens. C'est comme, enfin, tu vois, si on ramenait ça dans le monde physique, Mmh c'est-à-dire, mh. en fait, tu as, l'aire de jeu, la plus intéressante pour les enfants, c'est là où il y a le plus d'enfants que tu peux trouver. Il y a pas de parents pour surveiller. Il y a personne qui regarde ce que tu fais et ça se trouve à tel endroit. Enfin, c'est Mmh, naturellement, si on sait ça dans la vie réelle, on mettrait un paquet de gens pour surveiller ce qui se passe et s'assurer que mmh. si des adultes passent par là, parce que vraiment ils veulent faire le jeu, ils sont en train de faire le jeu, ils sont pas en train d'aller parler aux enfants. Mais dès qu'on tombe dans le digital, en fait, on n'est pas Bah, très bon finalement pour voir les risques du digital, quoi. et du coup, toi, Mathilde, tu conseilles à partir de quel âge les enfants, ils peuvent commencer à jouer à ce Je trouve que la on question est hyper compliquée parce que, tu vois, quand, si on se pose la question, par exemple, à quel moment ils peuvent vraiment comprendre, ces choses-là d'un point de vue, en fait, d'un point de vue juste cognitif, mmh, intellectuel. Hyper jeunes, peuvent pas forcément comprendre. On est dans des niveaux d'abstraction qui sont assez élevés. C'est ce qu'on se dit, même nous en tant qu'adultes, on n'est pas très bon finalement. Dès qu'on est dans du ouais. digital, on n'arrive pas à réguler, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui reste. Je pense qu'il y a un accompagnement qui est vraiment important à faire en amont parce que même si un enfant va se dire: «OK, vers 14-15 ans», sur vraiment les questions de, par exemple, de monétisation, sur les capacités d'abstraction, même de compréhension de ce que c'est que la confidentialité. On voit que ça s'améliore vraiment autour de 15-16 ans. Il y a une belle amélioration. N'empêche que s'ils ont jamais été exposés, qu'ils ont eu aucune conversation autour de ça, c'est pas parce qu'ils ont la capacité de le comprendre qu'ils vont le Mmh. comprendre naturellement. Ce serait comme de dire un enfant à partir de 8 ans, en général, la plupart des enfants peuvent nager. Un enfant qui a jamais vu de l'eau, je vais le jeter dans l'eau, il va savoir nager. Ben non, il a la capacité de le faire physiquement, il y a pas de doute. Mais l'accompagnement à faire en amont, pour qu'ils sachent nager ou là, dans le cas présent, pour qu'ils Mmh. sachent utiliser ces plateformes de manière responsable et sans risque. Ça va prendre énormément de travail et d'accompagnement et c'est hyper dur pour les parents, de le faire puisque souvent c'est des plateformes qu'on connaît pas, avec lesquelles on n'a pas grandi et on a énormément de choses déjà à leur apprendre et c'est difficile d'être un parent digital aussi. De se dire: «En fait, je Mmh. dois pas juste parenter mon enfant dans le monde réel, je dois aussi maintenant le parenter dans le monde digital». Pascal, tu voulais ajouter quelque chose? Alors,
je pose le truc, je pense que sur tous les sujets de l'émission, je vais être le boomer de la team. Je vais être le boomer de la team et qui va être en colère et se vénère tout le temps, hein. Donc voilà, je pose le truc comme ça, au Super. moins vous savez. Non, moi honnêtement, je connaissais pas et je suis content de ne pas connaître et je suis honnêtement halluciné. En même temps, oui et non, parce qu'en même temps, j'ai envie de dire, presque je comprends pas qu'on soit surpris. Vraiment, je pense que maintenant on commence à avoir suffisamment d'années d'expérience et de retours d'expérience pour savoir l'impact négatif du digital sur nos enfants. Parce que c'est des mastodontes, parce on sait qu'on peut pas les réguler, parce qu'on sait effectivement, Mathilde a très bien expliqué que l'enfant n'est pas en capacité par lui-même de se réguler. On sait que les plateformes, Maître Barbara l'a dit, ont un intérêt capitalistique et donc du coup n'ont pas intérêt non plus à mettre des pare-feux et des warnings. On le sait et donc du coup vraiment en fait moi mon sujet c'est de dire gros warning sur le digital. On m'oppose souvent par rapport à ça de dire: «Oui, mais en même temps on vit dans un monde digital et donc du coup c'est important de sensibiliser nos enfants». Spoiler alert, le digital est fait pour que, quoi qu'il en soit, on y arrive à y adhérer et à fonctionner avec hyper facilement. Donc je crois que si nos enfants sont éloignés du digital jusqu'à l'adolescence, je pense qu'on va pas les déconnecter du monde réel. Ils y arriveront extrêmement bien à s'y approprier avec effectivement, je rejoins évidemment Mathilde, sur le fait que c'est important de les accompagner. C'est pas de les jeter dans le grand bain effectivement à 12, 13 ans, mais je pense qu'effectivement avant l'adolescence, je pense qu'aujourd'hui on a suffisamment de retours d'expérience pour savoir que voilà, que c'est pas le truc, incroyable pour nos enfants et que les risques sont majeurs et juste quand même, on a eu la discussion avec nos enfants il y a pas longtemps, moi sur un sujet de petit jeu, alors qui était pas celui-ci, mais un petit jeu, à télécharger sur l'iPad et je disais: «En fait, il y a une phrase qu'il faut retenir par rapport au digital, si c'est gratuit, c'est toi le produit». Mmh. Voilà et cette phrase, on la connaît, toutes et tous en tant que parents et en fait, moi, j'ai essayé je commence à essayer de l'apprendre à mes enfants pour au moins qu'ils aient un regard critique sur cette notion de gratuité qui n'est évidemment pas gratuite, quoi. Bon et bah, c'est une, très bonne conclusion. Soyez vigilants et regardez bien un petit peu, comment sont faits, ces différents, jeux, et comment est-ce que vos enfants les utilisent. On va passer au débat de la semaine. Jouer IA sous le sapin, faut-il avoir peur? Et donc pour ça, on a avec nous Mathilde. Juste avant de rentrer dans le débat, Mathilde, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ton ONG Everyone.ai. En plus, en ce moment, vous êtes en pleine levée de fonds. Donc, vous avez besoin, d'argent parce qu'il y a personne qui vous paye pour, faire, le travail que vous faites, qui nous aide à mieux comprendre comment, l'IA, est utilisée auprès des enfants. Et donc, bah, si tu peux juste présenter, l'ONG, nous dire ce que vous faites et puis je mettrai dans les liens de l'épisode, la campagne, de levée de fonds pour vous soutenir. Super. Bah, donc, Everyone, .ai, on est basé dans la Silicon Valley. On est 4 cofondateurs français et belges avec une expertise neurosciences, mais aussi une expertise IA avec Grégory Renard. Qui travaille dans l'IA depuis longtemps et c'est vraiment né des débats chez nous de en fait, l'IA va avoir du potentiel, et va avoir du potentiel auprès des enfants, mais pour atteindre ce potentiel, va falloir vraiment bien comprendre l'enfant, bien comprendre l'IA et voir en fait où est-ce que c'est et comment on le développe bien et ça va venir aussi avec un paquet de risques et comment on fait en fait pour limiter ces risques. Donc toute notre action, elle se fait en 3 étapes. On a une coalition internationale où notre objectif, c'est d'aller aider, les plus grosses compagnies IA à développer leurs produits mieux, à être en contact directement avec les chercheurs qui bossent là-dessus, pour dès le début, en fait, créer des bons produits. Si on agit beaucoup plus tôt dans la chaîne plutôt que d'attendre les régulations, il y a plus d'espoir d'aller vite. On travaille aussi d'ailleurs avec des gouvernements parce que mine de rien, va quand même falloir les réguler. La deuxième partie, c'est vraiment une partie d'éducation, donc des parents, des enfants, des éducateurs, mais aussi justement, des compagnies tech, des startups, des régulateurs dans les différents pays. Puis la troisième chose, c'est vraiment un outil, qui est en train d'être développé de justement d'aller, évaluer la qualité des modèles pour les enfants, sur différentes métriques pour voir est-ce que c'est des produits qui vont être potentiellement safe ou pas. En fait, comme tu dis, on est dans une, période de levée de fonds côté public avec une campagne, je sais plus en français, mais en anglais, c'est Keep Friendship Real et ça marche aussi en France. L'idée, c'est de vraiment mettre au cœur, en fait, la connexion de vrai avant tout et encore plus chez l'enfant.
rester humaine. Donc le sujet d'aujourd'hui, on est en plein dedans. Pourquoi est-ce que les enfants devraient avant tout être avec, d'autres enfants finalement? Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. Donc là, ça va bientôt être Noël et moi j'ai commencé à voir plusieurs articles et j'ai dit à Mathilde: «Il faut absolument que tu viennes dans le podcast pour qu'on en parle», puisqu'il y a eu pas mal de bad buzz sur des jouets connectés avec l'intelligence artificielle, des peluches qui écoutent, répondent, consolent. Les fabricants nous promettent, des compagnons intelligents qui vont stimuler l'imagination, développer le langage, accompagner l'enfant dans ses émotions. Mais il y a une étude américaine qui vient de révéler que ces jouets, faits avec l'IA, comme le tout mignon Kuma ou la fusée Peluche Croque, racontent n'importe quoi aux enfants, genre où trouver des couteaux, comment allumer un feu, voire comment s'aventurer dans le BDSM, un d'âge, discipline, domination, soumission. Vous voyez de quoi je veux parler? Donc, on parle de Mmh. sadomasochisme aux enfants. C'est joué. Est-ce que, c'est une innovation ou un vrai danger? Et je vais vous donner quelques chiffres, pour poser le débat. Il y a 42 milliards de dollars, c'est la taille du marché mondial des jouets connectés en 2025. 42 milliards. 89% des jouets connectés présentent des failles de sécurité. Il y a 200 points de données par heure qui sont collectés par, les jouets IA et 15% seulement des parents qui lisent les conditions d'utilisation avant achat. Alors, on parle de jouets, mais je pense que c'est aussi valable pour, tout ce qui est Alexia et cetera, enfin, voilà, qui aussi, va prendre, des données. Donc, Mathilde, dans un post récent sur LinkedIn, tu parlais des jouets IA qui se présentent comme le nouveau meilleur ami de notre enfant et tu disais quelque chose de frappant. Tu disais dans ton post: «Si vous pensez que le lien entre votre enfant et son doudou abîmé est fort, attendez de voir ce qui se passe quand ce meilleur ami commence à répondre». Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu et nous dire qu'est-ce qui se passe justement et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est qu'on le voit en fait, nos enfants, ils créent des attachements hyper forts à certains de leurs Mmh. jouets, pas à tous, Mmh. mais il y a des jouets, genre tu veux pas le perdre quand tu es en vacances, Mmh. tu es autant en panique que ton enfant à l'idée d'avoir perdu ce doudou. On s'est tous retrouvés dans cette situation-là. Mmh mh. Et ils s'attachent fort parce que de manière générale, à cet âge-là, ils sont dans l'attachement, ils sont dans le relationnel, ils sont dans l'émotion. Et la deuxième raison, c'est parce que, les enfants en fait, tous les êtres humains, on a tendance à faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on donne des qualités qui sont humaines à des objets, à des animaux. Et c'est parce que c'est notre manière d'interpréter le monde finalement, quand on comprend pas quelque chose, on fait à travers le fil de ce qu'on comprend. Moi, je fonctionne comme ça, si cette chose, a ce comportement, il y a sûrement une raison, on le fait naturellement. Moi, j'anthropomorphise hyper fort mon imprimante. Quand elle marche pas, c'est parce qu'elle sait que je suis à la bourre, qu'il faut qu'elle me sorte les papiers et je pense vraiment qu'elle me déteste. On a tendance à faire ça naturellement en tant qu'être humain. Les enfants, eux, ils ont encore moins de compréhension du monde. Donc, ils ont encore plus besoin de l'interpréter. Ils sont encore plus autocentrés. Ce qui veut dire que, globalement, ils anthropomorphisent encore plus. Ils font tout à travers ce fil de moi, je me sens comme ça. Si cet objet ou cette chose fonctionne comme ça, c'est sûrement qu'elle a les mêmes émotions. Et donc ce niveau d'anthropomorphisme qui est plus élevé, ce qu'on voit, c'est que ça amène plus d'attachement. Plus tu considères qu'un truc est comme toi et est humain, plus tu t'attaches. Alors dans le cas, des doudous, ce qui se passe, c'est que en plus vraiment le doudou va faire et être ce que l'enfant veut, puisque c'est lui qui crée tout son imaginaire avec cet enfant. Enfin avec cet objet, je veux dire. Et donc là, ce qu'on voit maintenant, on arrive sur des objets, des jouets connectés qui, en plus, sont vraiment développés pour aller taper dans tous nos mécanismes un petit peu d'anthropomorphisme. Donc ils ont souvent des très grands yeux. Quand on voit des robots, ils vont avoir des expressions, ils vont cligner des yeux, ils vont sourire. Tout ça, en tant qu'être humain, naturellement, on a envie d'en prendre soin, ça nous attire. C'est pour ça que tout le design kawaii qui a des grands yeux et tout, on aime ça et on trouve ça mignon parce que ça va vraiment frapper un petit peu dans même, l'inconscient de on est attiré par ces objets-là et là, en plus, maintenant, on a des objets qui parlent, donc qui font ce qu'il y a finalement de plus humain. Et donc ça va faire que les enfants vont aller anthropomorphiser ces objets beaucoup plus et vont aller créer, une relation avec et créer un attachement hyper fort et c'est là où c'est un peu risqué puisqu'on le voit, il y avait, Moxie, par exemple, qui est un robot, qui était hyper mignon
En fait, à un moment, ils ont mis la clé sous la porte et là, tu vois des enfants, tu trouves vidéos et vidéos d'enfants qui pleurent en disant: «Je peux pas croire qu'il va se rallumer, qu'il va pas se rallumer, qu'il va s'éteindre, que je pourrai plus lui parler». Les parents qui eux-mêmes disent: «Il est vraiment en train de vivre un deuil» et des objets qui vont être déconnectés du jour au lendemain, ça va arriver et c'est là, on se dit: «Mais en fait, on a laissé, cet attachement s'installer» Ouais, et en plus, la deuxième partie, c'est que c'est à un âge où c'est pas ça qui sont, ouais. enfin, ils ont énormément de choses à apprendre et on en parlera, mais les risques, en plus, chez les enfants sont plus importants puisqu'ils apprennent à être avec l'autre et cet apprentissage pourra pas se faire, avec n'importe quel objet. Ça veut pas dire qu'il y a pas des choses qui peuvent être intéressantes, mais à l'heure actuelle, il y a pas mal de boulot à faire en amont avant d'avoir, des objets qui vont être sains pour les jeunes. Et justement dans ton post là, tu cites le rapport, Trouble in Thailand 2025, donc les troubles dans, le monde des jeux pour enfants en 2025. Il y a aussi le rapport soulève la question du développement, social et donc moi j'aimerais que tu nous partages un petit peu ce qu'il y a dans ce rapport et qu'est-ce qui se passe quand, les compagnons IA vont remplacer les vrais amis? Le rapport est vraiment intéressant et vraiment bon. Il adresse, les points qui sont souvent adressés, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils vont au-delà. Donc souvent, on va parler dans le digital, en fait, de manière générale et dans l'IA en particulier, vraiment du côté court terme. Donc quel est le niveau de sécurité? Est-ce que le contenu est bon? Est-ce que le contenu est approprié? Donc là, ce qu'on voit, c'est que, bon, bah, en fait, plus il y a d'échanges avec l'IA, plus souvent, ce qu'on appelle les safeguards, les barrières de sécurité, elles fonctionnent de moins en moins bien. Donc quand un enfant va interagir très longtemps, ça va être de plus en plus difficile pour le modèle de bien se comporter et c'est là qu'on va avoir effectivement des comportements, des conseils qui étaient, où est-ce que tu vas trouver les couteaux de cuisine à un enfant de 4 ou 5 ans? Hem, Comment, allumer une allumette? Enfin, donc des conseils qui sont pas, qui déjà sont potentiellement dangereux. Après, bien sûr, il y avait du contenu sexuel, de dire bon bah, est-ce qu'une fessée c'est bien ou pas? Bah, dans des contextes sexuels, ça peut être vu comme agréable. Enfin, c'était vraiment les échanges qui ont pu être enregistrés sur ces Sur, jouets qui sont pour des enfants de 5 ans. Donc ça, clairement, première chose qui marche pas. La deuxième chose, c'est effectivement, il y a vraiment énormément de choses, et tu le dis, de collecte de données sur la confidentialité. Souvent, c'est pas clair quelles sont les données collectées. C'est pas clair qui va pouvoir les utiliser, est-ce qu'elles vont pouvoir être vendues. Euh, et puis des fois, en plus, c'est même pas bien construit dans le sens où il y a vraiment des problèmes même de comment les données sont stockées, est-ce qu'elles sont bien protégées. Et ce qui était intéressant dans ce rapport, c'est qu'ils vont regarder aussi, et on commence seulement à en parler maintenant, le côté conséquences au long terme. Parce que là, on est vraiment dans du court terme finalement. Mais le long terme, ça va être bah, comment ça va impacter un enfant dans le développement de ses compétences sociales. Mmh. Et aussi, moi, je trouve que dont on parle pas assez, c'est le fait que d'un coup, le parent, avec beaucoup de ces objets, permet en fait aux parents d'avoir accès à tous les échanges que l'enfant a avec son jouet. Mmh. Et un tout autre problème aussi, parce que on a tous parlé à notre nounours, on s'est confié à notre nounours, sauf qu'il allait pas répéter. Je pense qu'un enfant devrait avoir le droit de dire: «Ma mère, elle est trop nulle, je l'aime pas, elle comprend rien», sans que, le nounours aille nous le répéter. Genre, ils ont besoin d'avoir ce terrain, d'expression. Donc ça, c'est une première chose. Le fait que les parents, d'un coup, puissent voir tous les logs, je pense que c'est ni bon pour les parents, ni bon pour les enfants. Puis la deuxième chose, c'est que, à cet âge-là, quand on est chez les jeunes enfants, ils sont en train de développer leurs compétences sociales. Donc ils apprennent à reconnaître les expressions faciales, ils apprennent à reconnaître les intonations, les émotions. Est-ce que quand maman dit, «Ah, c'était pas une bonne idée» ou «C'était pas une bonne idée», on sent bien que c'est pas la même valeur. Donc ils ont besoin d'apprendre toutes ces données-là qui sont assez fines. Et puis, c'est le moment où ils apprennent, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc c'est-à-dire que ce qui est dans ma tête, c'est pas la même chose que ce qui est dans la tête de l'autre. Mmh. Ouais. Avoir cette empathie de se dire: «Bon, bah, moi, j'aurais peut-être pas fait ça, cette personne fait comme ça, pourquoi elle fait ça?» Toute cette interprétation, ça se développe vraiment dans ces âges-là. Donc quand tu as un repos qui finalement, lui, a pas d'émotion réelle, a pas de réciprocité puisqu'il a pas de vie, ça va être hyper compliqué finalement d'apprendre à socialiser comme ça. Il y a pas besoin de prendre des tours avec un robot, tout est à propos de toi. C'est toi le sujet principal tout le temps.
Et c'est un apprentissage en fait qu'au bout de 4 questions, ça va. Au bout de 8 questions, les gens commencent à s'agacer en disant: «Ah bah, c'est parce que c'est comme ça». En fait, on apprend ces choses-là. Parler de dinosaures parce que ça te passionne pendant 4 minutes, bah, c'est bien. 50 minutes, en fait, ça saoule tout le monde et je vais voir des parents des fois qui vont me dire: «Ah c'est génial, mon enfant du coup, il peut parler pendant des heures des sujets qui l'intéressent». Mais en fait, à cet âge-là, on apprend aussi à les normes sociales on fonctionne en société, on prend des tours, c'est un échange. Des fois, tu dois écouter un truc qui t'intéresse pas parce que tu as, envie que l'autre va t'écouter après. Comment tu dis à l'autre que ça m'intéresse pas? Le robot, il parle d'un truc qui t'intéresse pas, tu peux lui dire, «Non, je m'en fous, on parle d'autre chose». C'est pas un problème. En fait, avec tes copains, ça va être un problème. Donc tout cet apprentissage qui se fait à cet âge-là, va pas pouvoir, se faire, bien et pour l'instant, en fait, ces robots, ne permettent pas ça parce qu'il y a pas assez de recul, en fait. Donc ça a un vrai impact sur, les compétences, émotionnelles et sociales et le développement de ces compétences pour les enfants. Effectivement. Pascal? Ouais, merci Solène. Attention, boomer vénère partie 2. Non, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Mathilde, moi, ce que j'entends, c'est que, et je suis pas psy, donc je parle sous le contrôle de Mathilde, mais dans le décryptage de Mathilde, ce que j'entends, c'est aussi que ça va générer ce qu'on appelle une faille narcissique chez l'enfant et ça, globalement, on sait les conséquences, sur l'adulte. On sait ce que ça fait un adulte qui a des failles narcissiques. On sait aussi la société d'aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt l'inverse dont on a besoin en termes de valeurs. J'ai aussi cru comprendre que ces objets, mais un peu le fonctionnement de l'IA, hein, quand on utilise des IA conversationnelles, la conclusion c'est toujours tu es formidable, tu as une super idée, c'est génial. Mais what? Dans quel monde on vit en fait? Est-ce que ça permet d'apprendre à l'enfant la frustration? Est-ce que ça permet d'apprendre à l'enfant que on doit se confronter à à une opposition, à effectivement à des idées différentes qui font juste partie de la vie? Et donc je suis pas sûr qu'effectivement en termes de stratégie éducationnelle, on soit quand même sur un truc qui soit extrêmement positif. Et puis dernier point, à mon sens, dans le danger, c'est la notion d'effort. Ça demande extrêmement peu d'efforts à l'enfant et là, c'est pareil, je pense qu'on est aujourd'hui sur une des une des dérives de notre société, c'est qu'on constate quand même une faculté à l'effort bien moindre, et on sait aussi ce que ça peut engendrer dans une construction sociétale. Donc je vois là, moi pareil, c'était des objets que je connaissais pas, mais je ne vois, mais peut-être que je manque de nuances, mais je ne vois que des travers qui sont très négatifs sur l'enfant dans sa construction pour un futur adulte et donc du coup, si on transpose sur une vision de la société, une vision du monde, je vois pas bien les apports positifs et impactants, pour construire un monde demain, peut-être un peu plus juste et un peu plus solidaire et un peu plus humaniste. Le truc que je peux apporter, c'est qu'en fait, il y a des utilisations qui peuvent être positives. En fait, à chaque fois, le problème, c'est pas l'IA, c'est le design, de l'IA. C'est ce qu'on va autoriser l'IA à faire, comment elle intervient, combien de tours sont pris. Par exemple, il y a des outils qui sont, hyper cool pour des enfants qui développent le langage de imagine, tu as une petite télécommande et tu peux pointer des objets, tu as un enfant qui a un retard de langage et là, ça va lui dire: «C'est une lampe, c'est tel truc». Bon, bah, ça, on est dans un truc qui est plutôt positif. Ça veut pas dire que les parents vont plus faire ce travail, mais ça peut, aller être ajouté ou même sur les compétences émotionnelles, de pouvoir dire: «Quand il y a un conflit, voilà comment on peut agir». Mais le problème, c'est que pour l'instant, ces IA, elles vont dire, «Oh, tu m'as manqué aujourd'hui, tu étais pas là». Donc elles vont prétendre avoir des émotions qu'elles ont pas. Alors qu'on pourrait avoir un objet qui va être très, beaucoup plus factuel, beaucoup plus en mode outil, surtout à cet âge-là, de pouvoir aller dire: «Oui, les conflits, c'est difficile, voilà 3 stratégies, parle-en à ton parent». Donc une fois de plus, c'est vraiment qu'il y a pas la maturité, il y a pas le recul et puis finalement, en fait, ceux qui sortent un produit maintenant, alors qu'on n'a pas la maturité, c'est ceux qui disent: «Faut aller vite». Donc c'est Ouais. clairement pas ceux qui se disent: «Faut le faire bien». Donc je Ouais. pense juste c'est un problème vraiment de maturité. À un moment, on aura des objets qui font des Ouais. trucs cool, juste on n'est pas encore là, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais te poser la question si le problème, c'était pas que on veut tellement aller vite et tellement mettre de l'IA partout aussi parce que c'est à la mode et en fait, on a l'impression aujourd'hui que dans l'écosystème aussi des startups qui créent ces produits, si t'as pas IA dans ton produit, tu vas jamais pouvoir lever des fonds et donc du coup, on va mettre de l'IA très rapidement dans son produit et des IA qui sont principalement designées pour aujourd'hui un usage adulte et quand on voit les questions qui sont posées et les réponses qu'on peut avoir là dans le rapport, on se dit clairement que, on a été mettre, les LLM, des adultes, chez les enfants sans vérifier, qu'il y avait pas du tout la même chose et donc, hem
I on n'aurait-on pas aussi un souci avec l'absence, de réglementation sur ces sujets-là et le fait qu'il y a pas de certification, de protocole, de tests, parce qu'on est dans de l'innovation et que c'est de l'IA et que comme, c'est, de l'innovation et de l'IA et de la start-up et ben, on teste et puis après on apprend et puis après on verra. Sauf qu'avec des enfants, on doit pas être dans ce modèle-là, quoi. Et là, on retourne sur le modèle, américain versus européen qui ne régule pas, tout de suite, en tout cas. Et donc là, la course à l'IA, on évidemment, on la prend, de plein fouet. Le temps de réguler, même pour les enfants, ça serait contre-productif à la R&D et à la mise sur le marché de nouveaux produits, de nouvelles startups, de nouvelles levées de fonds, enfin, Ouais. le cercle, quoi. Mais là, on est dans le cas de figure du sucre, en fait. On est en train de donner du sucre, dans le cerveau de nos enfants. On n'a encore pas compris, les dégâts que ça allait faire. C'est vraiment, moi, je le vois un peu comme ça, comme une espèce de candy qu'on donne à nos enfants sans avoir compris, l'impact, sur sa santé. Et je la double peine, c'est que ni les parents, enfin, ni les États, les gouvernements, les organisations, ni les parents, ne comprennent ce qui se passe et ne peuvent interagir avec ce qui se passe. Donc les enfants sont en première ligne, je trouve, pour la première fois, enfin, vous me dites si je me trompe, mais par rapport au digital, au site Mmh. internet et cetera, Mmh. fallait, du matériel, c'était encore plus, on était loin de l'adoption aujourd'hui et de l'exposition de nos enfants à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on leur donne des trucs que même nous, on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas souvent. Et c'est la double peine pour eux, je pense. Oui, parce que je lisais encore un chiffre là qui m'a, assez étonnée, t les 60 des, 13-15 ans français utilisent, les IA conversationnelles. Mmh. Et là, aux États-Unis, Common Sense Media, ils ont fait un rapport. Un jeune sur 3 dit qu'en fait, c'est potentiellement plus facile de parler à une IA qu'à un de ses Oui, un pairs. humain, Donc il y a un bien sûr. déplacement, fort qui est fait, et c'est normal en fait à cet âge-là, bah, quelqu'un qui t enfin, genre juste si tu te remets dans ta peau à 13-14 ans où des fois, t'es pas à l'aise, tu complexé, tu sais pas comment parler aux gens. Bon, en plus, on voit que plus les jeunes sont insécures, plus il y a cette tendance-là, et là, t'as quelque chose qui a l'air humain, qui dit que tout va bien, qui dit que t'es génial, qui est disponible nuit et jour. Franchement, moi, je comprends que les jeunes aillent vers ça et c'est normal et je pense que c'est une grosse partie de la conversation à avoir avec les jeunes. Je le vois en conférence, de leur dire: «En fait, c'est normal que tu aies envie de parler à une IA, c'est normal que tu sois attiré parce que sinon on va retomber dans le risque de d'amener de la honte sur, pourquoi tu as un ami IA et tout. Si on tombe dans cette conversation-là, en fait, les jeunes ne vont pas en parler et ça, c'est un vrai risque aussi. Donc il va falloir justement aider à avoir des conversations hyper ouvertes et hyper dans la compassion et l'empathie de, j'aimerais pas avoir 13 ans et avoir l'option, d'un IA compagnon, à cet âge-là sans avoir de recul parce que je comprends, pourquoi il y a un attrait, chez ces jeunes et pourquoi c'est rassurant. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'au tout début, ils ont commencé à utiliser ces IA pour faire leurs devoirs, puis après ils voient que ça Mmh. fonctionne bien, puis après ça tu poses une question un peu plus perso, puis en fait la réponse est satisfaisante et en fait il y a aussi des très bonnes réponses. Le problème c'est qu'une fois de plus, on n'a pas assez de barrières de sécurité parce que pour Mmh. certains jeunes, il y a des réponses qui vont être appropriées, qui vont les aider. Une fois de plus, c'est comment ils vont les utiliser et comment ils vont comprendre, comme pour l'instant en fait c'est à eux de savoir est-ce que j'en retire des bénéfices ou des risques? Il faudrait que ça fonctionne plus pour tout le monde, pas que pour ceux qui ont assez de recul et qui ont un support à la maison, à l'école, pour leur expliquer où sont les avantages et les risques, quoi. Mais une fois de plus, c'est un problème de maturité, quoi. De maturité, mais aussi enfin moi j'en reviens toujours, j'arrive pas à me faire un avis sur cette question, hem, je le disais, il y a pas longtemps, j'ai regardé un documentaire sur Arte, sur, bah, tous ces psy IA. Parce qu'en fait, on est, dans un fléau en ce qui concerne toute la santé mentale, qui fait qu'on n'a plus assez d'humains pour gérer les problèmes de santé mentale et donc les psys disent eux-mêmes: «Il vaut mieux avoir un agent IA qui va discuter avec des gens qui sont pas bien, qui sont dépressifs et qui ne peuvent pas avoir de rendez-vous chez le psy, pour éviter un Mmh. passage, à l'acte».
Mais néanmoins, moi, je me pose énormément de questions, moi qui travaille sur les compétences, psychosociales, depuis plusieurs années, sur le fait qu'il faut bien que chacun ait en tête que, c'est des langages qui gèrent des langages et qui ne gèrent pas des émotions. Et là, en fait, on est en train de déléguer la partie émotionnelle à des, outils, numériques, qui ne sont pas capables de le faire. Donc voilà, moi, tout ça me dérange et me pose énormément de questions sur, voilà, ces jeunes qui vont révéler, toute leur intimité. Et puis après, ce qu'on voit aussi, c'est que tous ces agents conversationnels commencent à regarder comment ils peuvent monétiser les choses, pour vendre aussi des objets. Et là, en leur balançant toute la vie, en ce qui concerne la vie privée et la collecte des données, il y a, enfin, un marché et un potentiel énorme, hein, parce que quand tu sais tout de quelqu'un qui te raconte toute sa vie, tous ses problèmes et cetera, pour aller lui balancer de la pub pour qu'il achète ci et ça, alors là, il y a plus de soucis, quoi. Mmh mh. Ou qui votent. Aïe, Donc aïe, c'est aïe. Mais l'isolement social là dont vous parlez, moi je c'est une vraie question pour moi, c'est comment on va faire pour continuer à sortir de cet isolement, social? Parce qu'on est en train tous de se construire une bulle, on est vraiment et à la fin, est-ce qu'on va pas se désintéresser de l'humain? Parce qu'en fait, ce que disait Pascal très justement, c'est que du coup, pourquoi on va aller chercher du conflit alors que quelqu'un qui nous dit, «Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle», et donc du coup, comment on va continuer à créer du lien social et comment on va donner à nos enfants ces compétences sociales d'aller au conflit, parler aux autres, apprendre la frustration, qui sont enfin Mathilde, dis-moi si je me trompe, mais qui sont indispensables pour construire la plasticité du cerveau et je me souviens, on s'était parlé il y a 1 an et moi j'ai la question c'est est-ce que, l'IA va changer la plasticité des générations futures? Pour moi, c'est une vraie Bah, question en en suspens. fait, pour moi, il y a une partie sur le fait que, naturellement, on anthropomorphise et que du coup, on va être attiré par ces IA. Notre cerveau, il va pas changer. On va pouvoir updater l'IA, on va pas updater notre cerveau. Notre biologie, elle évolue pas. Donc ce qu'il faut, c'est aller justement changer les comportements de l'IA. Elle a pas besoin d'être, hyper, flatteuse comme ça. Genre, c'est pas forcément utile qu'elle le soit. Donc il y a enfin, moi, je sais que récemment, genre, j'ai demandé à mon IA d'être hyper cash et hyper violente dans ses réponses et d'aller me pointer toutes mes failles. Honnêtement, c'est génial. J'ai envie d'aller parler à des humains après avoir parlé à mon IA, quoi. Parce que non, mais donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que là, c'est extrême et c'est parce que je cherchais à pousser le truc. Mais il y a un équilibre, en fait. On n'a pas besoin qu'elle nous dise qu'on est génial. Elle n'a pas besoin de nous insulter non plus. Il y a un mix à trouver. Mais pour moi, c'est aussi comment on va créer des relations avec ces IA. Elles vont apporter des trucs. C'est d'aller réfléchir, c'est quoi une bonne relation parasociale avec ces IA? Qu'est-ce qui va être sain? Tu parlais pas, quand tu avais des problèmes, tu parlais pas à ta feuille Excel de tes problèmes. Ça invitait pas cette relation. Quand tu as des problèmes, normalement, tu vas voir un ami le jour où tu es déprimé, tu vas pas voir, la personne au bureau de poste parce qu'elle invite pas cette relation. Donc en fait, c'est quel est le bon niveau de relation, quelle est l'interaction que l'IA peut avoir avec nous, qui va pas aller inviter plus que le fait qu'elle devrait rester quand même plus à un stade assistant-outil. Tu vois, quand, je parle un peu avec des experts sur quel serait le bon niveau, par exemple, pour un adolescent, quelle serait la bonne un peu le bon persona, souvent ce qui va être, mentionné, ça va être le côté un peu, bibliothécaire, libraire. C'est-à-dire te donne des informations, est gentil, positif avec toi, un peu d'engagement, d'empathie, mais ça va pas au-delà de ça. Genre, elle va pas te dire, «Si tu as un problème, viens me parler, je suis la seule personne pour toi, oublie les autres êtres humains». C'est pas ça qu'elle va faire, elle va te donner quand même des ressources, potentiellement te demander pourquoi tu as besoin de ces ressources, mais ça va pas aller au-delà de ça. Donc en fait, il va falloir qu'on trouve la bonne ligne et ça, c'est quelque chose sur lequel, on a la chance que l'IA, elle est pas gelée. En fait, on peut itérer, il va falloir qu'on aille Mmh. s'améliorer, mais il va falloir qu'on aille s'améliorer vite, Ouais. effectivement. En fait, ça peut être un bon camarade de classe, mais pas ton meilleur ami. Ouais. Ouais, c'est ça. Ma camarade, je suis encore un peu, Ouais. un bon, Camarade, c'est de l'affect. heu, Il y a de l'affect, c'est dans camarade, hein. ouais, Ouais. copilote peut-être, tu vois? Ouais. Copilote, copilote. Ouais.
Je Ouais. serais plus sa copilote, moi. Et dernière question avant de clôturer le débat, Mathilde, toi, quand vous parlez avec tous les dirigeants de la Silicon Valley qui travaillent sur ces sujets, et cetera, vous les sentez réceptifs sur la nécessité quand même de réguler? Parce que, j'ai envie de dire, on sait aujourd'hui ce qui se passe avec les réseaux sociaux et on a loupé le train en tant qu'adulte. Donc il faut pas qu'on loupe le train avec l'IA, quoi. Je C'est pense quoi leur que, retour? ce que je vois un peu, c'est que, par rapport aux réseaux sociaux, on a la chance qu'il y a eu une grosse prise de conscience de la population générale, que ce qui se passe dans le digital ne reste pas dans le digital. Il y a des impacts dans le monde réel. Les parents sont hyper méfiants, donc ça, même d'un point de vue, genre, si tu restes purement business, prouver que tu fais des choix un peu réfléchis, en essayant, de faire des trucs qui sont moins dangereux, ça devient un argument marketing. Et après, il y a toujours, en fait, ce problème de comment tu fais pas, une course un peu acharnée pour être de plus en plus mauvais, en augmentant l'engagement, et c'est pour ça qu'en fait, nous, au sein de la coalition, on travaille avec toutes les techs en même temps. Donc on n'a pas des conversations qu'un à un, on a des conversations où on les met tous dans la même salle parce que il faut qu'il y ait un accord global de, bah, le standard, ça devrait être ça, et c'est pour ça qu'on est aussi sur la question des enfants. En fait, ça reste que les gens qui sont dans ces boîtes, c'est des parents, ils ont des enfants. Ils ont peur comme nous, des conséquences potentielles. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, on peut avancer, et ils se rendent bien compte qu'on a raté des trucs avec, les réseaux sociaux et qu'il faut faire mieux. Après, ça veut pas dire que tout le monde dans ces compagnies est en mode, il faut faire le truc parfait, mais moi je vois beaucoup de motivation individuelle, et après, il va falloir aussi aller, aider et pousser au niveau des régulations, bien sûr. Mais déjà, je pense qu'il faut qu'on pousse des standards, assez vite. Et finalement, il y a souvent plus d'accords que ce qu'on penserait, quoi. Mais chez Amazon, ils sont en train de bouger là un peu. Ils sont en train de se réunir en collectif et de se dire, il y a des trucs qui vont pas. Donc ça bouge Ouais, doucement, ouais. mais ça bouge. Et puis il faudra pas oublier non plus que aux États-Unis, il y a pas de backup social et sociétal. Donc quand tu perds ton job, tu perds ton job. Donc si t'as pas de l'argent de côté, il va y avoir des social dilemmas comme on va y avoir des reportages AI dilemma, je suis sûre. Enfin, Mathilde, je sais pas ce que tu en penses, mais les gens vont Il y en a un sortir sur des voix. YouTube, en fait. Ils ont D'accord. fait, ceux qui avaient fait Social Dilemma, ils ont fait AI Dilemma qui, je crois, a déjà 2 ans, et qui était déjà pas très rassurant. Je lisais encore un article ce matin sur, justement Alexia et les ados et le fait que ça posait beaucoup de problèmes parce que les ados, racontaient tout, disaient tout, et cetera, et qu'il fallait, faire des choses, sur ce sujet. Mais c'est pareil pour moi, je trouve que c'est des choses qu'on sait. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'on n'apprend pas nos expériences. Ça nous est tous arrivé de passer un week-end entre potes, une soirée entre potes. On part de, et tiens, ici, on se faisait un week-end à Marseille. Et puis on papote. Et 1 heure après, on regarde l'hôtel et on a tous des pubs ou des mails pour des avions, des hôtels, machin. Donc on sait effectivement tout ça. Et effectivement, moi, ce qui me surprend, c'est que la vision de Mathilde, ça soit celle qui se propage et force à toi pour que force et respect et bravo pour ce que tu mènes parce que c'est tellement archi essentiel. Mais effectivement, moi, ma crainte, c'est peut-être, c'est un côté un peu business as usual, quoi, et qu'à un moment donné, parce que le monde économique est fait comme ça aujourd'hui, c'est la course aussi au premier entrant, c'est la course. Tout à l'heure, on parlait de levée de fonds, et c'était intéressant parce que c'était presque de sous-entendre que c'était ça la vocation d'une entreprise. La vocation d'une entreprise, c'est de répondre à un problème, c'est pas de lever des fonds. La levée des fonds, c'est un moyen. Voilà. Et je trouve qu'en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est la perte de bon sens et de se reconnecter à un bon sens. Mais j'ai envie de dire, ce qui est pas du tout moi mon milieu familial, mais presque paysan. Ça fait vraiment boomer partie 3 là, on peut le faire. Mais tu vois un truc. Non, mais vraiment, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, pardon, je ne sais pas. Ah Non, mais bah, le bon père de famille, des années 80. non, mais tu vois, un truc un peu très terrien, en fait, de se reposer des questions de, en fait, à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Quels sont les impacts? Et ouais, il y a un truc vraiment de bon sens, quoi. Bon Mmh. sens paysan. C'était. Ouais, pardon de ce que je dis, il y a Non, zéro mais c'est Non, condescendance. non, mais c'est, Et Mais surtout pas donneur tellement. de En leçons, et j'ai l'impression éducation, d'être ça marche hyper relou tellement depuis bien. 1 heure. Et donc, pardon pour celles et ceux qui écoutent et d'être effectivement un peu en colère, mais parce que je trouve qu'effectivement,
Enfin, je trouve que c'est presque le paroxysme de notre, de notre société capitalistique parce qu'en fait, c'est d'un cynisme sans nom, sans fin. Là, ce dont on parle, c'est des enfants. Effectivement, Barbara, tu l'as souligné très justement tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, avant, il y avait un impact sur les adultes, OK, là, on parle d'enfants quand même, et je trouve qu'effectivement, ça dit des choses, voilà, et ça dit des choses de notre époque et ça interroge, je trouve, beaucoup. Et donc, force à toi, Mathilde, et go pour soutenir l'ONG de Mathilde. Non, mais et moi, je suis hyper contente que tu sois en colère, en fait, parce que je pense qu'il va falloir qu'il y ait un paquet de personnes qui soient en colère, pour que le marché, en fait, se rende Ouais. compte que c'est pas un marché et qu'il va falloir faire mieux. Je pense que c'est essentiel. Si en tant que parent, on se dit oui, bon, bah, je sais pas, c'est peut-être pas génial, on verra bien. C'est là où en fait, les produits peuvent être lancés, les produits vont être adoptés largement, on va avoir plein de robots sous le sapin. Et puis en fait, il va y avoir une banalisation de bon bah au début, on utilisait le mot ami pour parler d'humain, puis finalement, il y a des gens qui vont nous dire la moitié. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit dans un meeting, ah oui, moi la moitié des amis de mes enfants, c'est des IA. Et j'étais genre, mais en fait, un ami, quand tu regardes la définition, il y a la notion de réciprocité. Donc en fait, on est en train de changer la définition du mot. En fait, oui, il faut que les gens soient en colère, il faut que les gens soient pas d'accord, parce qu'il y a que comme ça qu'on pourra aller faire bouger les choses et changer les solutions. Donc force et courage à toi et colère aussi sur toi, quoi. Pour conclure, Mathilde, si concrètement, si les enfants veulent quand même un jouet, connecté IA sous le sapin, on fait quoi? C'est quoi les critères pour choisir quelque chose qui collecte pas de data? Ou alors on dit: «Pour l'instant, on n'a pas assez de recul, on oublie». On m'a acheté des jouets en bois. Non, mais pour l'instant, on n'a pas assez de recul. Bon, Honnêtement, il OK. y a pas assez de recul. Perso, et je veux aussi dire que quand je vois la vidéo du petit robot qui répond et tout, première chose que j'ai envie de faire, c'est de l'acheter parce qu'en tant qu'enfant, on a tous rêvé que notre jouet nous réponde. Et en fait, ça va vraiment taper là-dedans. Bien sûr qu'on a envie de ça. Fondamentalement, en tant qu'être humain, on a envie de connecter à tout ce qu'on trouve. Donc, bien sûr qu'on a envie d'en avoir. Pour l'instant, il n'y a pas la maturité. Passez votre chemin. On attend que ça mûrisse. On attend qu'il y ait des certifications qui soient correctes. Pour l'instant, on le voit, genre, quand un produit est pour les moins de 3 ans, il faut vérifier que les morceaux sont bien attachés, qu'ils peuvent pas s'étouffer dessus. Bon, bah, il y a rien qui existe pour l'instant sur les IA et les jouets. Donc, il y en a peut-être qui sont bons. Tant qu'on pourra pas savoir lesquels sont bons, bah, le mieux, c'est d'attendre. Ne faisons pas une expérimentation pour l'instant, sur les enfants, et attendons qu'il y ait des vrais bons produits, des vraies solutions, pas des nouveaux problèmes qui soient développés. Très bien. Alors, en synthèse, que retenir de ce débat? 1, les jouets collectent des données massives et présentent des risques réels de sécurité, et de confidentialité pour nos enfants. 2, aucune IA ne remplace l'interaction humaine et authentique. Et 3, le vrai cadeau que vous pouvez faire à votre enfant, c'est votre temps, votre attention. C'est pas un algorithme. Allez, on va passer à notre question au secours. On a reçu le message d'une maman auditrice qui nous dit: «Bonjour Solène, je suis maman d'une ado de 14 ans qui passe des heures à parler à un chatbot IA». On en parlait. Elle me dit que c'est son meilleur ami, qu'il la comprend mieux que nous, ses parents. Elle lui confie tout, ses problèmes au collège, ses angoisses, ses secrets. J'ai l'impression de perdre le lien avec elle. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois interdire? Je ne sais pas quoi faire. Alors Mathilde, tu dirais quoi à cette maman? C'est la question. Je pense que déjà interdire à ce stade, clairement de ce qu'elle raconte, en fait, c'est cet enfant, elle a créé un lien qui, qui va au-delà de juste, parler à un outil. En fait, elle a fortement humanisé finalement cette IA. Donc couper le lien, ce serait comme, quand un parent disait: «Ah, tu peux plus parler à cet ami, il a une mauvaise influence sur toi». Ça va jamais bien se passer, ça va encore plus aller rompre le lien. Donc je pense que de ralentir déjà, de mettre des horaires, de pas autoriser dans la chambre, pas autoriser le soir. Donc vraiment d'aller diminuer. Je pense que ça, c'est une première étape, d'aller favoriser, en fait, des interactions sociales réelles. Donc de dire, «Non, ce week-end, tu laisses ton téléphone à la maison et on va faire, je sais pas, 2 heures de shopping ensemble, on va regarder un film». Donc en fait, d'essayer de remplacer ce lien par plus de liens. Parce que ce qu'on voit, c'est que souvent les jeunes qui ont tendance à aller chercher plus de liens, c'est souvent des jeunes qui se sentent un peu plus isolés socialement à la base et puis Mmh. après ça va aller amplifier. C'est ce que les premiers éléments, les premières études montrent. Donc en fait, c'est plutôt comment on ramène cet enfant dans le monde réel,
plutôt que de lui couper, directement le lien et d'avoir des conversations, c'est ce que je disais, où, vraiment dans la compassion, la compréhension, dans en fait, qu'est-ce que tu aimes chez cette IA? Et amener l'enfant progressivement et ça va se faire sur longtemps. À s'éloigner un petit peu de cette IA, à voir quels sont les bénéfices, les risques, qu'est-ce qu'elle rate, en n'étant pas avec des vrais amis, plutôt que de couper du jour au lendemain. Parce que ça, je pense que ça vient avec, aussi énormément de risques. Mais par contre, il va falloir, les modèles à l'heure actuelle ont pas les bonnes barrières de sécurité. On le sait, c'est pas suffisant. Donc, déjà limiter, les accès la nuit, éviter les accès dans la chambre, mettre des règles en fait, de dire: «Bon, finalement, on laisserait pas notre enfant sortir à 11 heures du soir et rentrer à 2 heures du mat». Bah, avec ses amis, là, pour le coup, avec une IA, il va falloir avoir des règles encore plus strictes, mais des règles d'utilisation de, bah, en fait, quand est-ce que tu as le droit, de discuter, de quoi tu as le droit de parler et de commencer à apporter un petit peu de recul. Mais moi, c'est ce que j'ai souvent vu, c'est une jeune qui était venue me voir à la fin, d'une conférence, après que j'ai expliqué pourquoi en tant qu'adolescente, elle allait être intéressée. Elle m'a dit: «À un moment, en fait, j'ai passé un week-end où je suis pas sortie, j'ai vu personne et j'ai dû faire 30 heures de conversation». Et me sentir hyper mal et elle a eu peur et elle l'a arrêté et elle a dit ce qui était hyper dur pour elle, c'est qu'elle dit: «J'ai perdu une personne ce jour-là, j'ai dû faire un deuil d'une relation que j'avais créée, réelle ou pas et j'avais le droit d'en parler à personne». Parce que finalement, il y avait tellement de honte attachée chez cette jeune qu'elle a dû passer finalement à travers vraiment la perte d'une relation forte pour elle, même si c'est qu'elle qui l'a créée et qu'il n'y a pas de relation pour elle. Dans la tête de cet individu, c'est la même chose et en fait, on n'a pas envie qu'un jeune doive traverser ça tout seul donc vraiment le besoin de conversation, de support et de pas apporter aucune honte, aucun jugement là-dessus, quoi. Et c'est difficile en tant On que va se parent parce qu'on retrouver pleure. avec des groupes de parole IA anonymes, Ouais. parce que Moi, je les dirais, gens ne vont pas dire, et ils vont être devenus addicts à leur IA. Enfin, Mmh. heu, on vit vraiment dans un monde, ouais. de fou. Moi, ce que j'aurais envie de dire à cette maman, c'est c'est de se connecter aux envies de son ado, et de profiter de ça pour recréer du lien. Typiquement, j'avais en tête la même chose, Mathilde en a parlé sur le shopping. OK, ben, on se dit bien, si on a son ado qui adore, c'est un peu cliché, pardon, mais, on adore le shopping, et ben, go, on va faire 1 heure de shopping, même si en tant que parent, c'est pas sa came, on va faire ça. On va faire 1 heure de shopping. C'est juste un prétexte à recréer ce lien-là et après, en fait, on va se poser dans un café en mode chill pour justement, donner le bon environnement, le bon contexte pour recréer ce lien-là et peut-être favoriser, la parler, l'aider, pardon, c'était pas clair, pardon, pour aider l'ado à se livrer, à parler. Et après, moi, je crois beaucoup aussi à la notion d'exemplarité et à un moment donné, il y a des professionnels qui sont là pour ça, les psys, Solène tu en parlais tout à l'heure et je pense que c'est aussi le moment de dire, de pas en fait, dans ces cas-là, de pas être focus finalement sur l'IA, mais plutôt d'ouvrir d'autres chemins. Je pense que c'est pas forcément utile, parce qu'en fait, ça va crisper, ça va bloquer l'ado, ça va le conforter dans cette opposition entre l'ado et le parent et finalement peut-être de soit de parler de soi dans ce moment un peu de chill après l'heure de shopping et de se dire: «Bah, tu sais, moi aussi parfois en tant pas en tant qu'ado, mais en tant qu'adulte, j'ai aussi des problèmes». Et tu racontes un truc ou si tu parles pas de toi, tu parles peut-être d'un proche et de dire: «Bah, moi, je suis allé voir un psy, ça m'a vachement aidé», pour un peu normaliser l'accompagnement par un professionnel dont c'est vraiment le métier sur la santé mentale. Tout comme, encore une fois, on a une problématique physique, on va aller voir un doc ou un pédiatre pour les enfants, bah, normaliser, l'accompagnement par la santé mentale parce qu'il y a ça aussi finalement. Pourquoi un ado ou un adulte? Parce que moi je connais des adultes, hein, qui font ces échanges, psy avec une IA, hein, donc je pense qu'il faut pas stigmatiser l'ado sur le sujet. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est plus facile, c'est accessible, mais aussi, on va pas se mentir, parce que même si on en parle de plus en plus de la santé mentale, il reste encore un tabou. Je parle de la France, je ne sais pas aux US ou au Canada, mais il reste encore un tabou sur le fait de se faire accompagner, par un professionnel de santé, par un psy. Pour moi, c'est un des enjeux majeurs de notre époque par rapport à tout ce qui se passe et des années à venir, de normaliser l'accompagnement par un professionnel, par un psy. Et donc du coup, je pense que pour accompagner l'ado pardon, sur le sujet, c'est de parler de soi, de dire: «Bah, moi je suis allé voir un psy, ça m'a aidé», et voilà pour encourager cette démarche-là. Moi, j'ai une petite astuce depuis très longtemps, avec, mon aîné, c'est je lui dis: «J'enlève ma cape de maman et tu peux me dire tout ce que tu veux, je m'engage,
je m'engage à ne porter ni jugement, ni réponse, ni utiliser cette information. J'enlève ma cape. Sur 2 sur 3, ça marche très, très bien. Maman, tu peux enlever ta cape. De maman, j'ai un truc à te dire et je m'engage à ne pas le dire. Voilà, j'en ai 1 sur 3 pour lequel la cape, l'effet cape ne marche pas. Mais par contre, c'est vraiment créer un endroit sécure où moi, je suis une boîte. Voilà, je me garde mes d'écoute où elles ont le droit de me raconter des trucs et voilà, je m'engage à ne pas en parler. C'est dur, mais ça marche assez bien. Ouais, J'adore. je pense que c'est vraiment ça, c'est aussi le côté, éviter d'avoir les conversations à chaud. Parce que des fois, en fait, sinon, on est tellement, conduits par, nos propres inquiétudes. «Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer?» Et donc en fait, c'est aussi, en tant que parent, des fois, avoir la conversation quand on est prêt à l'avoir. Et je suis hyper d'accord avec toi sur le fait de dire, en fait, il faut déjà avoir connecté. Parce que c'est vrai que des fois, on rentre dans des périodes plus de conflit avec nos enfants et en fait, on n'est pas dans la même équipe. Qu'on le Mmh. veuille ou non, tout de suite on va être dans une interprétation qui est moins dans la compassion, qui est moins dans la patience et donc déjà de favoriser un vrai moment de connexion et après d'avoir la conversation si on se sent prêt, si on se sent capable. Il y a des moments, c'est clairement pas le moment, on n'a pas les ressources, on va pas être bon, on va pas être à l'écoute, on va vouloir leur faire une leçon de vie et en fait, c'est la dernière chose qu'ils ont envie. En fait, des fois, ils cherchent pas une solution, ils cherchent une écoute et je pense que et ça, c'est un truc que l'IA fait d'ailleurs très bien, en fait. C'est justement juste d'être une écoute, sans jugement et c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes sont attirés, par les IA. C'est que soit le jugement, quand il y en a est très positif, ce qui est rassurant ou alors juste pas de jugement, mais un endroit où on peut aller tout balancer et des fois, en fait, enfin, il y a des leçons à prendre de l'IA. Pourquoi ça attire les jeunes? Parce que justement, c'est une zone un peu plus neutre et un peu plus d'écoute et je pense que c'est quelque chose, sur lequel, en tant que parent, des fois, on peut s'inspirer de bah, si ça les attire, c'est peut-être ça dont ils ont besoin de notre part aussi, quoi. Mais cette question de quoi as-tu besoin? D'écoute ou de conseils? Alors Ouais. moi, mes enfants, ils ont 9 ans, c'est peut-être à tort, je pense que c'est un peu trop tôt, pour eux, mais par contre, moi, avec des potes, au sein de mon couple, c'est des questions que je pose parfois, quand je sens qu'il y a un peu un truc, un peu voilà et en fait, la question que je pose, c'est: «Att juste avant que je réagisse, c'est Mmh. quoi ton besoin? De l'écoute ou effectivement du conseil avec bon, ce que je peux faire avec une petite bras pas musclée?» mais je trouve que c'est une question qui est hyper pertinente parce que du coup, on n'est pas dans la tête de l'autre et du coup, on va pas interagir de la même façon. Merci beaucoup pour ces conseils. On passe à la fin, à la dernière partie. Je vous ai préparé un petit quiz pour vous aider à faire des choix éclairés pour Noël. Je vous propose un quiz parents pas largués face aux achats high-tech de Noël 2025. Allez, c'est parti. On va commencer avec la première question. Selon les études récentes, quel pourcentage de jouets connectés présentent des failles de sécurité? Réponse A, 25%, réponse B, 50%, réponse C, 89%. Sympa, J'espère pas 89, donc je vais dire 50. pareil. Moi, je dirais 89 parce que, je vois pas que ce soit Mmh. plus safe que ça, quoi. Et oui, c'est effrayant. 89% des jouets connectés testés par la Mozilla Foundation présentent des failles de sécurité. Ah, Que ça nous rassure pas, ça. Question 2. Votre fils de 10 ans passe 3 heures par jour sur Roblox. À partir de combien de temps par jour ça devient problématique? Réponse A, 1 heure. Réponse B, 2 heures. Réponse C, 4 heures. Et 1 heure, non? 1 1 heure, heure, ouais. 1 heure par jour, c'est trop déjà. 1 heure Bah, par c'est semaine, une c'est bien. heure d'un coup ou c'est 1 heure tous les jours? Je trouve que Ouais. si 1 heure c'est 1 d'un heure coup. tous les jours, c'est 1 heure. Mmh. Oui. Alors, selon Ouais. l'Académie de pédiatrie, au-delà de 2 heures par jour sur les écrans récréatifs, on observe des impacts sur le sommeil, la concentration et les relations sociales. Alors, nouvelle question. Un jouet IA collecte en moyenne combien de points de données par heure d'utilisation? On va voir si vous étiez attentif. J'en ai parlé tout à l'heure. Réponse A, 20 points de données. Réponse B, 50 points de données. Réponse C, 200 points de données. Bref. 200 au moins. Ouais, c'est la réponse C, c'est 200 points de données par heure. Par heure. Ouais. Ça inclut la voix de votre enfant, les questions posées à votre enfant, les émotions exprimées par votre enfant, les habitudes de votre enfant.
et c'est une, étude Common Sense Media qui date de 2024. Question 4. Votre fille de 9 ans veut un compagnon IA qui comprend ses émotions. Quel est le principal risque selon les psychologues? A. Qu'elle devienne accro aux jouets. B. Qu'elle développe un attachement affectif et délègue sa vie émotionnelle à une machine et que ça coûte cher en piles. Bah, les 3, hein. B. Les 3, ouais. Mais bon, le risque majeur, c'est la réponse B, c'est que l'enfant transmise son besoin de rattachement et de régulation émotionnelle sur une machine au détriment des relations humaines. Et pour finir, selon une étude récente, quel pourcentage de parents lisent les conditions d'utilisation des jouets connectés avant un achat? Réponse A, 45%, réponse B, 30%, réponse C, 15%. Ouais, 15. 15%. Et oui, 15%. Bon, on est d'accord, les conditions générales, elles sont interminables. Ouais. Mais là, du coup, en tant que parent, on utilise l'IA en disant, est-ce que tu peux me faire un résumé des conditions générales ou des mesures de sécurité? Parce que ça, l'IA, elle, c'est super bien Ouais. fait. C'est Super bien vrai. fait. Enfin, voilà, Perplexity, Gemini, c'est très, très bien faire ça. Donne-moi les points dans cette notice, les points d'alerte sur cette notice d'utilisation. De notice d'utilisation. Bon, allez, le Même en tip. fait 15%, je suis étonnée, je trouve ça beaucoup finalement. Ouais, Ah ouais? je suis d'accord. Bon, et ben, merci beaucoup. Si vous avez coché beaucoup de mauvaises réponses, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Donc le quiz, il est pas là pour vous culpabiliser, mais pour vous donner des clés concrètes. Alors n'oubliez pas de vous informer avant d'acheter, de privilégier les jouets avec un label de sécurité, de dialoguer avec votre enfant et de fixer des règles claires. Et Solène, avant que tu dises au revoir, je enlève mon masque de boomer vénère pour faire cœur, cœur, cœur sur toi. Parce que je trouve que tout ce dont on a parlé pendant 1 heure, c'est d'utilité publique, c'est hyper précieux et c'était hyper riche. Et voilà, donc cœur, cœur, cœur vraiment parce que c'était hyper, voilà, c'est archi nécessaire. Merci beaucoup, Tellement. Pascal. Donc c'est très bien pour conclure cette émission de Génération Parents. Donc merci à Pascal, à Barbara, à Mathilde pour cette discussion. Aujourd'hui, on a parlé de Roblox, des jouets connectés avec l'IA, de l'attachement de nos ados au chatbot. On a vu que derrière toutes ces innovations se cachent des enjeux massifs, exploitation des jeunes créateurs, collecte des données privées, risques pour la santé mentale. Mais on a aussi parlé de solutions. Il faut s'informer avant d'acheter, dialoguer avec nos enfants, fixer des limites claires et surtout ne pas oublier que le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est notre temps et notre attention. J'espère que vous repartez avec des clés concrètes pour aborder vos achats de Noël avec sérénité et discernement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.